Je suis ravi de vous accueillir. Je m'appelle Olivier Mousson. Je suis le président de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale. Et j'ai envie de vous expliquer, vous parler d'histoire et quels sont les liens entre la Société d'encouragement et les IUT, parce qu'il y en a. Cet encouragement, elle a été créée en 1801, du temps de Bonaparte, pour encourager l'entrepreneuriat, l'innovation. Ça a été la première association reconnue d'utilité publique. Ce qui est intéressant par rapport aux questions que vous allez vous poser pendant ces 2 jours, c'est qu'au départ, la France est agricole, mais assez rapidement, il y avait un comité agriculture, un comité commerce, un comité banque et assurance, et puis après sont venus les comités mécaniques, chimie, physique, construction et beaux-arts, voilà. Et on s'est toujours aussi intéressé à la formation. Oui, le deuxième président, c'est lui qui a créé l'école centrale. Parmi les fondateurs, il y avait l'abbé Grégoire qui a monté le CNAM. Donc il y a toujours eu des liens entre formation et la société d'encouragement. À tel point que, parce que lui aussi prête, qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu de plus en plus de formations sur place. Alors, les premiers cours de Sciences Po ont eu lieu ici. Première année de Sciences Po, c'était ici. Mais dans les années 80, il n'y avait plus que des écoles. Et puis il se trouve que mon père, qui était président, je crois que vous avez été créé dans les années 70, il est devenu président des présidents d'IUT, certains s'en souviennent, et il cherchait un lieu pour se réunir. Et on lui a dit, mais il y a un bureau qui se trouve, qui est possible, donc on peut domicilier la fédération et vous pouvez vous réunir à cet endroit. Et de fil en aiguille, il est devenu président de la société. Il a viré toutes les écoles pour refaire c'est grâce à vous tout ça, pour refaire ce pourquoi la société d'encouragement avait été créée, à savoir encourager les industriels, les entreprises. Voilà. Et maintenant, grâce à lui, mais aussi grâce à vous, on a pu rénover l'endroit. On a dépensé quelques millions pour le faire, sans argent public, mais avec passion. Et donc, ça fait sens. Et maintenant, il y a des événements comme les vôtres tous les jours, alors qu'avant, il n'y avait plus d'événements. Voilà. Donc, merci à vous de vous réunir ici. Et puis, c'est un tel lieu pour penser l'innovation, pour penser l'économie de demain, que je suis sûr que vous allez en tirer de grandes conséquences. Et pour vous dire aussi que je continue un peu la tradition de mon père. Moi, je travaille à la Cour des comptes et je travaille justement dans la chambre, qui est la 3e chambre, qui réfléchit à l'enseignement supérieur. Donc, on va sortir un rapport à la rentrée industrie enseignement et territoire. On va parler beaucoup des IUT et justement la structuration du paysage. Voilà. Et puis je travaille également, si vous avez des idées, là on va faire un rapport, une politique publique en matière d'intelligence artificielle sur les aspects formation et recherche. Comment est-ce qu'on passe de 3 IA à plein de choses. Donc, alors, vous êtes ici chez vous, on se croise souvent, et puis on a un programme, j'en profite également, dernier mot, on a, vous verrez les photos, là, on a lancé, moi je suis un fan de photos, et puis ici, le cinéma, la photo, ça avait du sens. J'ai lancé le prix de la photographie industrielle pour donner envie aux jeunes d'aller travailler dans l'industrie. Et merci aux IUT de s'y être mis. Et le dernier prix de la photo, les IUT ont raflé 4 sur 5. Donc on compte sur vous pour faire participer vos élèves à ce prix de la photo. Merci beaucoup, j'ai déjà été très long. Excuse-moi, Président. Et bonne journée. Merci. Merci Olivier, mais il y a tellement de choses à dire. Et comme je le rappelais tout à l'heure, si nous sommes dans la salle lumière aussi, il y a une raison, en fait, à ça. Je te laisse le dire. Bon,
Ça fait partie des belles histoires, voilà. Donc 1895, en recherche, on venait de découvrir la photographie en couleur. Dès qu'il y avait une innovation, elle était présentée aux scientifiques, aux entrepreneurs de l'époque. Et donc les frères Louis Lumière, dont le père avait une industrie de plaques photographiques, est venu faire une conférence sur la photographie en couleur. Et puis à la fin de la conférence, alors que personne ne s'y attendait, il a dit « Je vous bassine avec l'usine de mon père, je vais vous la montrer ». Il a fait magnéto-serge, il a appuyé sur un bouton, il y avait un grand drap ici, et c'est la première fois qu'un film était montré en public. Le film avait été tourné 3 jours avant. Et c'est la première fois que c'était montré. Et c'est la sortie des usines Lumière. Et ce qui est encore plus génial dans l'histoire, c'est que dans l'assistance, il y avait Léon Gaumont qui avait 30 ans, comme les Lumières, et qui s'est dit, là, il y a un business à faire, qui a monté sa boîte dans le mois qui a suivi, qui a d'ailleurs embauché Alice Guy Blaché, sa secrétaire qui avait 20 ans et qui est devenue la première femme cinéaste et productrice. Voilà. Et c'est devenu Gaumont. Et puis Pathé s'y est mis aussi, alors que les frères Lumière n'ont jamais cru au cinéma en tant que business. Ils ont lancé ça en 1895, ils ont filmé l'anniversaire du petit et filmé la baie d'Along. Et en 1900, c'était la star de l'exposition universelle. Et après, ils ont arrêté. Ils n'y croyaient pas. Comme quoi, le marketing, ça sert aussi à... Je sais que vous faites du marketing, ça sert aussi à quelque chose d'avoir une idée du business plan. Voilà, merci pour l'anecdote. Merci Olivier, mais tout ça en fait, merci beaucoup de nous accueillir et merci de toutes ces histoires parce que c'est pas sans lien avec ce qu'on va faire là, puisqu'on réfléchit aux compétences de demain. Et là, ce qui vient d'être dit sur les frères Lumière à l'instant, ça montre bien que... Alors, je vais faire mon possible pour revenir ce soir pour dîner avec vous, mais je suis également conseiller régional Île-de-France, chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche également pour ceux qui sont en Île-de-France. Donc, il faut que j'aille faire mon job de conseiller régional. Bonne journée. Merci Olivier. Voilà. Bon, mais je pense que c'était important parce que beaucoup découvrent cet endroit et je crois que c'est quand même un lieu chargé d'histoire, donc c'est important d'en parler comme ça. Alors, merci à tous d'être là. Donc, on m'a dit qu'il fallait que je fasse court de toute façon parce qu'il faut qu'on respecte les horaires. Donc, je vais faire très court. Merci à tous les acteurs qui sont déjà sur scène. Et là, je laisserai Michel les présenter. Un Michel qui a été notre cheville ouvrière sur ces 2 jours que vous allez vivre. Donc, c'est elle que je remercie. Alors, pourquoi on a choisi de proposer ces 2 journées Vous savez tous maintenant qu'on a un nouveau diplôme qui s'appelle le Bachelor universitaire de technologie dans les IUT. Donc, on a ce diplôme, c'est bien. Ce diplôme, c'est fait sur de l'approche par compétences. Ça va être l'objet d'ailleurs de cette première table ronde. On est parti sur cette approche par compétences. Mais derrière, on se dit les compétences, ça évolue de plus en plus vite. Et il faut aussi qu'on s'interroge sur quelles seront les compétences de demain. Et pour ça, on a cherché qui avait la source. Et la source, c'est clairement les opérateurs de compétences à la base et les branches qui font les études prospectives par rapport à ces sujets-là. Donc, on a choisi d'aller vers elles, vers les opérateurs de compétences, vers eux, pardon, et ils ont accepté de venir. Et donc, on va avoir des ateliers, 15 ateliers durant les deux jours, autour de thèmes qu'on pense des thèmes d'actualité, c'est pour ça, type l'énergie, enfin tous les sujets qui sont des sujets où on sait que les choses bougent énormément. Et comme ça bouge, eh bien, on a décidé de proposer des ateliers sur ces thèmes-là avec la réaction d'un certain nombre de chefs d'entreprise ou responsables de RH dans un certain nombre de cas. Et donc, c'est ce qui va vous être présenté dans ces 2 jours. Alors, vous ne pourrez pas assister à tous les ateliers, mais on a prévu derrière d'avoir des replays qui ne seront pas disponibles sans doute avant septembre, mais que vous pourrez suivre à ce niveau-là. En tout cas, je suis ravi qu'on puisse vous accueillir ici pour ces 2 jours. Et pour une fois, parce que Anne-Sophie
peut en témoigner. Je dis souvent, je suis seul représentant des entreprises dans les réunions. Eh bien là, ça n'est pas le cas et ça me fait très plaisir aussi par rapport à ça. Donc voilà, je ne vais pas être plus long. Je tenais à remercier Anne-Sophie qui a pris quand même de son temps pour être avec nous ce matin et avec qui on a beaucoup travaillé pour arriver à sortir ce nouveau diplôme. Et vraiment, si on y est arrivé, c'est quand même grâce à elle parce que ça n'a pas toujours été simple. Il a fallu surmonter beaucoup de choses. Si, un dernier point quand même avant de lancer l'affaire. Les présidents d'université ne sont pas là, non pas parce qu'on n'en voulait pas, c'est pas du tout ça. Au contraire, ils étaient bien entendu invités, mais ils ont en même temps une manifestation à La Rochelle, et donc, c'est pour ça qu'ils ne sont pas présents, mais ils le sont par la pensée, et il n'y a pas de souci. Et je dis ça parce que quand on parle du BUT, avec Guillaume Gelé aussi, on a beaucoup travaillé pour arriver à le sortir, donc c'est pas. Voilà. Si vous ne voyez pas de président d'université, c'est parce qu'ils ont une manifestation en même temps à La Rochelle. Voilà, je n'en dis pas plus. Je laisse maintenant la place à Michel. Bien. Bonjour, je suis Michel Vincent, je suis présidente de l'IUT de Bobigny. Et je fais partie de l'équipe d'animateurs qui vont animer les ateliers, puisque ce sont des présidents d'IUT qui vont animer les ateliers et quelques collègues qui nous ont fait l'amitié de venir nous aider. Alors, vous avez entendu Franck. Franck a parlé beaucoup de compétences en quelques minutes. C'est aussi le sujet de cette première table ronde. On va, dans cette première table ronde, essayer d'identifier comment s'est passé ce virage vers les compétences et puis essayer d'identifier quelques pistes pour aller plus loin. Alors, c'est une table ronde prestigieuse. Merci à tous et à toutes d'être là avec nous. Je vais d'abord peut-être vous présenter tous individuellement. Alors, Franck a parlé d'Anne-Sophie Barthez. Alors, Anne-Sophie Barthez, je commence par vous, puisque Franck a commencé par vous. Donc, Anne-Sophie, donc, vous êtes la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle. Donc, merci d'être avec nous. Je vais continuer par Aline Skwarnek. Alors, Aline Skwarnek, vous êtes professeure des universités. Vous êtes chargée de mission compétences auprès des IAE en France, c'est ça? Et puis vous intervenez comme référent de compétences à la CEFDG, c'est ça, je ne me trompe pas? Et puis dans d'autres instances de l'enseignement supérieur. Michael Charbit, merci d'être là également. Donc vous êtes le directeur de la certification professionnelle au sein de France Compétences. Merci d'être là. Stéphane Rémy, donc vous êtes sous-directeur des politiques de formation et du contrôle de la Direction générale à l'emploi et à la formation professionnelle. Et enfin, Alain Druel. Alors Alain Druel, vous êtes associé fondateur du cabinet Quintet, qui est un cabinet de stratégie sociale, c'est ça? Mais précédemment, vous avez été directeur de l'emploi de la formation au MEDEF, c'est ça? Et puis vous avez rejoint en tant que conseiller à la formation dans les cabinets de Muriel Pénicaud et d'Elisabeth Borne. Et un petit passage à la DGFP que j'ai sauté. Alors, Stéphane, je vais démarrer peut-être une question pour vous. En fait, ce virage compétences, on le date, on parle de la loi Avenir professionnel de 2018. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous rappeler les grands aspects de cette loi et surtout l'objectif poursuivi par le législateur et puis peut-être nous dire où est-ce qu'on en est actuellement? Oui, merci Madame la Présidente. Donc quelques mots, c'est difficile évidemment de résumer cette aventure qui continue de se déployer très concrètement. Mais c'est vrai que si on doit revenir un petit peu en arrière donc sur cette loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, donc là on a un premier écho par rapport à ces journées du futur et surtout le titre premier de la loi est plus large, elle a d'autres ambitions que le sujet de la formation, mais c'était le titre premier qui s'intitulait « Vers une nouvelle société des compétences ». Donc on voit bien qu'on est sur une ligne directrice, on est sur une préparation de l'avenir, donc c'est quand même assez marquant et assez bien pensé évidemment par rapport à ce qu'on vit et ce qui est finalement un peu le symbole des 2 journées qui vont vous occuper à travers les différents ateliers.
avec donc ce virage, je reprends cette expression, vers le sujet des compétences. Alors il s'est traduit un peu symboliquement, par exemple, avec l'évolution du plan de formation, qui était un des socles évidemment de notre système moderne de formation professionnelle dans les entreprises. On est passé du plan de formation au plan de développement des compétences. Et puis les grands objectifs de la loi, évidemment, c'était cette voie autonome d'accès à la formation, à ses droits. Donc ça, c'est le compte personnel de formation. Et c'est une réussite de ce point de vue-là. On a bien aujourd'hui une voie autonome qui permet à tout individu, et c'est aussi important, des droits qui sont attachés non pas au statut mais à l'individu, de pouvoir accéder à son compte et de pouvoir le mobiliser librement, ou le cas échéant en faisant appel évidemment à des logiques d'abondement. Vous savez que c'est un peu le deuxième étage de la fusée en ce qui concerne le compte personnel de formation. Je le dis aussi parce que c'est une réalité qui malheureusement s'accompagne aussi d'un certain nombre de points un peu plus difficiles et sur lesquels il faut qu'on travaille. Et on travaille sur ces points-là, puisque vous l'avez rappelé, je suis sous-directeur aussi dans la partie contrôle, à la fois sur les questions de démarchage un peu abusif et parfois malheureusement aussi de délinquance un peu plus astucieuse et à laquelle il faut s'atteler. Et c'est vrai que c'est un travail qui est beaucoup plus approfondi parce que là on a affaire à des structures organisées et qui donc ont d'autres buts que la formation professionnelle. C'est pas nouveau, simplement la technologie fait que les choses apparaissent un peu différemment. Ça, c'était le premier objectif évidemment majeur. Le second, et vous le savez, vous avez globalement contribué dans le champ de l'enseignement supérieur et depuis longtemps, qui est une locomotive, c'est le développement de l'apprentissage. C'est inédit en termes de développement, vous le savez, 2021, 732 000 entrées en apprentissage, c'est du jamais vu. Rappelons un peu les ordres de grandeur entre le public et le privé. C'est 710 000 entrées dans le secteur privé et 20 000 dans les fonctions publiques, territoriales, État, hospitalières. Et je pense qu'il y a encore des marges de progrès au sein de ces fonctions publiques, mais on a aussi sans doute des marges dans différents secteurs d'activité, puisque la profondeur de cette réforme en ce qui concerne l'apprentissage, c'est d'avoir accordé la compétence aux branches professionnelles pour pouvoir développer, au nom des entreprises, au nom des salariés, l'apprentissage dans ce pays. Et c'est vrai que les choses sont, de ce point de vue-là, atteintes sur le plan quantitatif. Très certainement, on a besoin de s'atteler, comme souvent, au volet plus qualitatif, de la qualité des formations, du rôle des certificateurs, bien évidemment, qui ont un rôle majeur à jouer en la matière. Et ça fait partie aussi des attendus que l'on a, puisqu'on est quand même sur un système de formation initiale professionnelle. Et donc, il faut s'atteler évidemment aussi à ces questions de qualité, de quantité. Maintenant, il y a un objectif ambitieux, vous le savez, qui est d'atteindre 1 million d'apprentis. Donc, on continue d'avoir une exigence majeure pour le pays en matière de développement de l'apprentissage. Et je dirais plus globalement de l'alternance, parce qu'on a aussi quand même les contrats de professionnalisation qui sont plutôt dans la partie formation continue, mais qui ont aussi leur rôle à jouer. Donc on va continuer, et puis ça ne vous a sans doute pas échappé, on a bien sûr un ministre de plein exercice en charge du travail, du plein emploi et de l'insertion qui est Olivier Dussopt, mais très récemment la nomination de Carole Grandjean comme ministre déléguée à l'enseignement et à la formation professionnelle, LS. Tout est précis dans l'intitulé de ce ministère et qui montre bien aussi une voie de rapprochement, de confirmation de la nécessité de travailler avec la sphère éducative au sens large. On y est déjà, on a toujours travaillé avec nos collègues de l'éducation nationale, de la DGESCO, bien entendu avec la DGCIP, avec lesquels on travaille aussi de manière très régulière. Et voilà, je vous remercie de l'invitation. C'est important pour nous de pouvoir dialoguer aussi aujourd'hui avec les présidents, directeurs d'IUT, mais plus globalement de la sphère de l'enseignement supérieur. Oui, merci beaucoup Stéphane. Je vais peut-être me tourner, puisque vous avez commencé à évoquer justement les liens entre l'enseignement supérieur, je vais peut-être me tourner vers Alain, on pourra revenir ensuite sur votre intervention. Alain, votre cabinet a publié en début d'année, a fait une publication sur une vision de ce que pourrait être une France leader dans le domaine des compétences à l'horizon 2030. Et donc, vous évoquez un certain point. Un certain nombre de points. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les quelques points que vous avez évoqués dans ce rapport et peut-être détailler
le sujet numéro 2, alors qui correspond à ce que vous avez dit, Stéphane, puisque vous parliez de plein emploi, et on est bien sur le, si j'ai bien mémorisé, sur le sujet du plein emploi et du lien avec l'enseignement supérieur. Bonjour à toutes et tous, merci de votre invitation. Effectivement, nous avons publié ce magnifique opuscule sur un certain nombre de propositions qui, d'emblée, s'inscrivent quand même dans la continuité, ça ne vous étonnera pas complètement, de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, en rappelant ce que Stéphane a rappelé, qui était déjà finalement presque le préambule et vraiment ce qui motivait le gouvernement à l'époque et la loi, c'est de dire qu'on a un enjeu fondamental sur le sujet des compétences. C'est un sujet fondamental au niveau économique, au niveau social et sociétal. Et on voit en ce moment même à quel point on aborde beaucoup le sujet par les coûts, on y reviendra, et on ne l'aborde pas assez par ce que ça apporte, à tout point de vue, y compris sur le plan financier. Et quand vous voyez en ce moment, c'est ce que je commençais à vous dire, aujourd'hui le sujet des pénuries de compétences, la difficulté de sourcing partout, on voit à quel point finalement ça nous coûte quand on n'a pas su suffisamment, et c'est pas facile, anticiper les choses et avoir nos jeunes, les salariés, les actifs d'une manière générale qui sont armés ou en capacité de pouvoir s'adapter rapidement. Donc déjà, c'est avoir une ambition claire, l'affirmer, et je terminerai par le sujet des moyens. Deuxième chose, c'est justement, une fois qu'on a cette ambition, traduisons-le par quelques objectifs simples et lisibles qui va nous amener à faire des choix. Y compris dans le contexte budgétaire actuel. On a quelquefois, peut-être, à notre corps défendant, voulu faire beaucoup de choses et pas assez prioriser. Il faut arriver à prioriser davantage les choses. Donc, c'est peut-être simple, c'est peut-être évident, et pour vous qui êtes, je dirais, par nature immergés dans le monde industriel, il faut mettre le paquet sur les questions de souveraineté industrielle et le corollaire de toutes les questions énergétiques et environnementales. C'est impératif, c'est absolu, ça doit être une priorité affichée comme telle, et il faut flécher davantage les financements sur ces priorités. Vous avez là une trame qui est dense, qui est, je pense, solide, qui peut être étoffée, qui peut être amenée à évoluer avec France 2030, qui fixe déjà un certain nombre d'orientations, de domaines stratégiques. Et bien voilà, là, un terreau qui peut favoriser, et ça commence à être fait, il y a déjà beaucoup de choses qui se font en la matière, pour encore une fois orienter les financements. Vous l'avez rappelé, et c'est dans l'intitulé du ministère d'Olivier Dussopt, c'est le plein emploi. C'est complètement accessible. C'est des choses qu'on n'imaginait pas il y a peut-être quelques années. C'est accessible pour plusieurs raisons. Alors, il y a des raisons qui doivent nous interroger, mais je ne rentre pas dans ce débat-là, qui sont dues tout simplement à la démographie, mais aussi parce que nous avons réussi à... Vous savez, en France, on avait une difficulté, c'est qu'il y avait un rapport pas assez dynamique par rapport à d'autres pays entre le taux de croissance et la création d'emplois. On a réussi un petit peu à modifier ça, c'est qu'aujourd'hui, avec même un taux de croissance un peu plus faible, on est beaucoup plus créateur d'emplois. Et pour partie, c'est aussi ce qui a été fait, pas seulement la loi, hein, c'est un continuum. Évidemment, la loi, elle est pas négligeable, mais elle est presque encore un peu trop récente pour en apprécier ça. Mais on a réussi à améliorer à taux de progression équivalent, encore une fois, la teneur en emploi. Là-dessus, après on arrive pour aller sur une série de propositions. Je reviens sur quand même, ça reste, il faut continuer sur l'apprentissage. Stéphane l'a rappelé, l'objectif est de 1 million. Il faut dire au passage, il me semble que c'est pas assez dit, que ça a beaucoup contribué à l'amélioration de l'emploi en général et à l'amélioration de l'emploi des jeunes en particulier, y compris parce que ça s'est développé dans le supérieur. Donc,
insistons là-dessus parce que ça n'est pas assez dit. Et d'une manière générale, il faudra trouver encore et compléter cet équilibre que nous avons essayé de trouver entre stimulons les initiatives, un peu collectives de l'entreprise, des collectivités territoriales, mais stimulons aussi l'initiative individuelle. Donc continuons sur le compte personnel. Il y a évidemment des choses à faire en termes de régulation, Stéphane l'a dit, de démarchage excessif, etc. Il y a évidemment de la régulation à faire, mais c'est important de montrer que c'est l'intérêt de tout le monde, individus comme collectivement, de pouvoir investir et d'avoir les capacités, encore une fois, à le faire. Et puis, je fais juste un détour sur le financement, et j'arrive à votre question. Sur le financement, je crois qu'il faut être clair. Encore une fois, j'ai dit, n'abordons pas le sujet par les coûts. Des économies elles sont toujours à réaliser pour aller là où elles sont possibles. Ça, c'est absolument normal de le faire. Mais projetons-nous et investissons massivement. On a en France, depuis quelques années, finalement, quand on regarde l'effort de formation et d'éducation, on a un peu décroché par rapport à ce qu'on faisait il y a une vingtaine d'années, quand vous le rapportez au PIB. Et nous, ce qu'on propose, c'est d'investir là-dessus, à la fois dans la sphère éducative, dans la sphère de formation et sans négliger l'apprentissage. Il faut continuer là-dessus et mettre un peu plus. Alors évidemment, ce n'est pas facile dans un contexte budgétaire qui va se tendre. On en voit aujourd'hui les prémices, mais c'est important de miser, je veux dire, et ce n'est pas grandiloquent de le dire, mais misons sur notre jeunesse et mettons le paquet là-dessus. Donc faisons un effort budgétaire en la matière. Il est fait aujourd'hui, sans conteste, et il sera fait. Encore une fois, après il y a des équilibres à trouver encore une fois entre les économies et ce qu'on investit, mais il faut le faire massivement. Et puis pour en arriver plus directement, c'est-à-dire qu'il faut améliorer dans tous les étages la performance du système. Et c'est vrai aussi, c'est vrai du système de formation continue, c'est vrai du système éducatif. Alors, on a proposé, là aussi dans la continuité de ce qui a commencé à être fait grâce à la loi pour son avenir professionnel, c'est-à-dire ce sujet traditionnel, comment on répond aux besoins des entreprises, comment on forme les jeunes. Et le sujet, alors la terminologie, je sais, sujette à caution, c'est comment on répond mieux aux besoins des entreprises, comment on a une meilleure adéquation. Alors le terme est encore une fois difficile et délicat. Mais ce qu'on propose, c'est une chose assez simple, et puis une chose qui n'est pas dedans que je vais énoncer, c'est de dire, mais déjà, donnons de la transparence à ce qui se passe. Aujourd'hui, alors pourquoi je disais, ça a été largement initié ou favorisé par la loi pour son avenir professionnel. Aujourd'hui, les taux d'insertion des jeunes sont publiés sur la quasi-totalité du segment. Mais on peut aller un petit peu plus loin. La mesure, elle était un peu plus encore ciblée sur les lycées professionnels, même si elle peut, et on le dit, elle peut être étendue à l'ensemble des dispositifs d'éducation et d'insertion. Et publions la réalité de ce qui se passe en termes d'insertion. Et tirons-en les conséquences. Alors déjà, c'est de mettre de la lisibilité, c'est un devoir de transparence vis-à-vis des jeunes et de leurs familles, mais tirons-en des conséquences sur la carte des formations. Quand vous avez aujourd'hui des formations dont on sait, parce que étude après étude, chiffre après chiffre, que 6 mois ou 9 mois après la fin d'études, les taux d'insertion dans l'emploi sont de l'ordre de 30%, ce qui est une réalité. Ça a été documenté, pas toujours publié, pas facile à manier, et que la carte n'a que très peu bougé, ça interroge quand même. Alors, il y a beaucoup de précautions à prendre. Il y a beaucoup de précautions à prendre dans les conséquences qu'on en tire, parce que si ça n'a pas bougé, c'est qu'il y a des raisons qui sont liées, par exemple, à la mobilité du corps enseignant, au fait qu'il faut des réponses au niveau local, parce qu'on ne peut pas laisser des jeunes sans solution, et on voit, a fortiori aujourd'hui, qu'amener une solution à 20 ou 30 km, ça pose d'énormes problèmes. Donc il faut réfléchir à tout ça, mais en même temps, on ne peut pas rester en l'état. Deuxième chose qui pourra amener d'autres développements sur les blocs de compétences, c'est
et je pense que c'est la question qui vous est posée, c'est jusqu'où on va dans le degré de spécialisation. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on ne peut pas tout prévoir et que ça bouge très vite, est-ce qu'à un moment, en spécialisant trop, on ne risque pas de se priver d'une capacité d'évolution? Donc, du même coup, est-ce qu'il ne faut pas mieux se concentrer davantage sur les bases et favoriser après la capacité d'agilité et d'adaptation? C'est une partie de la réponse, elle est dans les blocs. Ça vous amènera des choses derrière. Et donc ça, il faut y réfléchir à ça. C'est finalement, et pour une façon aussi de peut-être ou de lancer, entre guillemets, sans vouloir prendre votre rôle, Michael, c'est-à-dire jusqu'où on n'a pas trop de certification, qu'on s'y part pas un petit peu, et encore une fois, jusqu'où on n'essaye pas de réduire, et du coup, aussi, se poser davantage la question, non pas du contenu, mais de la façon dont on fait acquérir le contenu. Et ça, il y a beaucoup d'évolutions aujourd'hui en la matière. Le métier d'accompagnateur, d'enseignant, de formateur bouge là-dessus. Et peut-être que ce sujet-là, et c'est une partie du volet qualitatif, il est davantage encore, on ne part pas de rien, hein, mais à investir encore que par le passé. Merci. Michael, je vous voyais, vous voulez réagir de suite. Je vous laisse la parole, après j'aurai des questions pour vous. C'est vrai que c'est un... Je vais le formuler un petit peu différemment qu'Alain. Je pense que l'adaptation du contenu, alors après il y a bien sûr la manière dont on le fait atterrir, dont on le rend réel et concret dans l'action pédagogique, hein. C'est tout un sujet aussi, hein. Il faut que les référentiels de vos diplômes ils fassent sens sur le terrain, dans la réalité. Sinon, c'est des documents qui sont jolis, mais qui serviront à quelle est l'étable, c'est pas l'intérêt. Donc il faut vraiment, et ça c'est l'autre message, c'est le premier message que je voulais vous envoyer, c'est les référentiels, vous devez vous les approprier, vous devez les faire vivre, parce que c'est votre outil, c'est l'outil de structuration de votre offre de qualification. Et cette offre, elle peut évoluer sur des rythmes qui ne sont pas forcément toujours les mêmes. Il y a des métiers qui bougent vite, très vite, et il y en a d'autres qui évoluent, mais sur des évolutions plus lentes. Ça ne s'appréhende pas tout à fait de la même manière en termes de réingénierie, d'ampleur de réingénierie et de fréquence de réingénierie. Et ça, c'est quand même un élément qui est vraiment important, parce que quelque part, vous voyez bien, on parlait sur les aspects coûts. Le sujet, en 2014-2015, quand j'ai commencé à rentrer dans le champ de la formation professionnelle, on parlait des 30 milliards de la formation professionnelle, hein. C'était le marronnier tous les ans. Je ne sais pas si vous remarquez, mais on parle de problèmes de financement, mais on ne parle plus tout à fait de la même manière de ces fonds et de la manière dont ils sont utilisés. Et je pense que c'est aussi une différence de perception. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un coût, la formation, c'est surtout un investissement, comme le disait Alain. Et vis-à-vis de cet investissement de la nation, on a tous un devoir collectif qui est que les fonds doivent être bien dépensés et donc formés aux compétences dont ont réellement besoin vos apprenants. Et c'est d'ailleurs le premier sujet, hein, c'est-à-dire avant même les entreprises, les apprenants. Et c'est un devoir que vous avez vis-à-vis d'eux, dans la bonne adaptation de vos référentiels. Et après, moi j'aurais tendance à dire aussi, le renforcement du rôle de certificateur qu'évoquait Stéphane, c'est un renforcement qui, quelque part, est aussi une liberté qui vous est octroyée. C'est-à-dire, alors certes une liberté qui est encadrée, avec des principes, une méthode, mais au sein de cette méthode, vous êtes maître du jeu. C'est-à-dire, vous avez un peu plus de 80 buts, vous êtes maître de décider que sur tel ou tel but, il y a besoin d'une réingénierie accélérée, sur tel autre, le besoin d'évolution est peut-être un peu moins fort, qu'il n'y a pas forcément besoin à l'occasion des 5 ans d'enregistrement de reprendre tout de A à Z parce qu'il y a une certaine stabilité. Ça, vous êtes maître de cette appréciation-là. Après, il est bon que cette appréciation-là, vous l'appuyiez sur des éléments en connexion avec les entreprises, en connexion avec les représentations des branches et des filières. Mais cette
c'est votre responsabilité, c'est votre terrain de jeu de faire évoluer ces référentiels en fonction des évolutions que vous sentez et du lien que vous développez, que vous avez avec les entreprises. Et je pense que c'est aussi ça qui aidera à sortir d'une perception du coût pour être sur une perception de l'apport et de la plus-value de la certification professionnelle et de l'investissement de la nation qui est quand même assez conséquent et quand même on est en expansion. Et donc, à charge pour nous collectivement de convaincre les Français, de convaincre les différents acteurs économiques et sociaux que cet investissement-là, il est rentable. Merci, mais alors on a bien compris le message il faut faire évoluer, mais quand on parle avec les collègues de l'enseignement supérieur, ça a l'air très compliqué, tous ces passages devant France Compétences, etc. Ça veut dire quoi? Armelle Motte, ce matin, me disait Armelle, je ne sais pas où vous êtes, mais elle a piloté en fait toute cette réflexion sur le but, et elle me disait que c'était plus de 9000 pages qui avaient été déposées. Donc c'est un travail énorme. Comment on fait pour modifier les choses? Il y a encore un circuit particulier. Je néglige pas le fait que la mise de jeu ait été d'ampleur. D'ailleurs, ça pourrait même être une source d'inspiration pour d'autres diplômes ou d'autres catégories de diplômes, pour se dire les choses assez franchement. Je pense que ce que vous avez réalisé, c'est-à-dire sortir une ingénierie poussée avec une approche compétence de 80 diplômes de cette manière-là, c'est en effet assez inédit, pour se dire les choses très, très simplement. Donc ça, c'est un patrimoine. Après, forcément, ce patrimoine-là, il faut l'entretenir, il faut le faire évoluer. Mais je pense que le plus dur, entre guillemets, est derrière vous, parce que vous avez réalisé cet investissement initial. Et après, il faut sentir les évolutions, sentir peut-être là où au regard de l'ampleur du travail que vous avez fait, peut-être qu'il y a quelques ingénieries qui au final, vous vous dites 6 mois, 1 an plus tard, en plus en le mettant en œuvre concrètement, qu'il y a peut-être quelques évolutions. Ça, il faut vous sentir libre. N'attendez pas en plus, on a quand même un intérêt à ce que vous attendiez pas 5 ans pour refaire l'ingénierie des 80 buts, parce que là, sinon, vous allez revenir dans la même problématique avec tout qui va être pensé en même temps. Donc, ça ne serait pas une bonne idée. Donc, si vous sentez des évolutions, si à la réflexion au sein de la CCNIUT, vous constatez qu'il y a des choses qui doivent être reprises ou évoluer, prenez la main et quelque part, les principes méthodologiques qui ont été les vôtres sur cette réingénierie et cette création des buts, il n'y a pas de raison de les remettre en cause. Après, il faut peut-être un peu les approfondir, toujours se questionner sur les résultats d'insertion. Ça, c'est des données aussi qui sont utiles pour vous. Ce n'est pas les seules données, parce que les résultats d'insertion, c'est toujours regarder un peu dans le rétroviseur. Donc, il y a toujours un biais méthodo quand même. Il faut aussi intégrer des éléments de prospective. Mais je pense que ces éléments-là, il n'y a pas de raison d'imaginer, maintenant que vous avez fait cet investissement initial, que ça sera plus complexe ou plus difficile à l'avenir. Et je pense qu'il faut lisser un peu l'effort. Ok, merci Mickaël. Aline, dans le cadre de votre mission au sein des IAE, vous avez en fait prolongé la mission, c'est-à-dire que vous vous êtes, si j'ai bien compris, posé la question, les blocs de compétences, oui, mais après, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que ça fonctionne? Donc, vous pouvez nous partager votre réflexion? Alors, c'est en effet à la fois au niveau du réseau des IAE, mais au sein de la CEFDG également, qu'on a eu cette réflexion. Alors, elle est partie du constat que finalement tout le monde parle de l'approche par compétences, l'APC, et au-delà des approches historiques plutôt canadiennes, on s'est rendu compte que quand on lisait tous les textes et le cadre, le terrain de jeu finalement franco-français, on se disait mais finalement on travaille que sur une partie du problème. Et donc, on a rédigé un ouvrage au sein du réseau des IAE suite à un gros travail, un référentiel qu'on avait fait à la FNEJ sur les compétences en gestion et management des affaires, un référentiel prospectif. Et on s'est dit, mais finalement, quand on travaille tout ça, on se dit, mais
est-ce qu'on peut faire d'autres liens Et finalement, dans ce premier livre blanc, et on va l'actualiser là pour l'automne, dans un ouvrage qui va sortir sur l'orientation compétences, et donc on a décidé de changer le vocabulaire pour bien montrer la différence entre la simple APC et l'orientation compétences. Et pour nous, aujourd'hui, en tout cas en sciences de gestion, hein, et au niveau à la fois des IAE et des écoles de management, ce qui commence à se mettre en place, c'est vraiment une réflexion sur 3 grands piliers. Le premier pilier, c'est est-ce que dans un établissement d'enseignement supérieur aujourd'hui, et en particulier pour nous, je délimite en gestion, est-ce qu'il y a une vraie réflexion stratégique ? C'est-à-dire qu'à l'image de ce qui se passe dans les entreprises, est-ce qu'on est réellement sur un plan stratégique de réflexion, de transformation, comme un grand groupe, voilà, on décline ça à l'échelle d'une université, d'une école de management, d'une composante d'université, peu importe. On le fait aujourd'hui dans certains IAE. Est-ce qu'il y a cette réflexion stratégique ? Et pour qu'il y ait cette réflexion stratégique, il faut forcément qu'en amont, il y ait une cellule, un groupe de recherche, de veille sur la prospective des métiers, des compétences, etc. Donc forcément, une connexion avec les OPCO, les acteurs du territoire, emploi, formation, compétences, etc., à l'échelle, forcément, sur le périmètre de l'établissement concerné ou de l'école concernée. Donc ça, c'est vraiment le premier pilier, une vision prospective et une traduction opérationnelle dans un plan stratégique et qui soit formalisé. Ça, on constate que dans les écoles, on a un plan stratégique. D'ailleurs, à la CFDG, on demande la réflexion stratégique. Hein. Pas toujours très bien formalisé, donc il y a encore des progrès à faire, mais ça avance. Par contre, au niveau des universités, là, il y a encore beaucoup de progrès à faire, au-delà du projet d'établissement, que ça nourrisse, que ça infuse ensuite dans chaque composante. Donc ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, pour que tout ça fonctionne, peut-être une déformation RH, mais il faut embarquer les équipes. Et vous l'avez bien vu, vous avez fait un gros travail sur les buts. Il faut embarquer les équipes pédagogiques, mais aussi les équipes administratives ou technico-pédagogiques. Donc ça veut dire qu'il faut développer un premier expérientiel compétence pour ces équipes. Donc il faut repenser le management et la gestion des ressources humaines de ces équipes pour qu'elles aussi soient des acteurs qui comprennent ce que ça veut dire les compétences et qui développent eux-mêmes leurs compétences. Alors forcément, dans une école privée, c'est plus facile qu'à l'université, mais à l'université, on a quand même aussi une marge de manœuvre pour faire évoluer. Et il y a beaucoup d'universités aujourd'hui qui ont mis en place des GPEC, des GEPP maintenant, si on reprend le vocabulaire suite à la réforme Pénicaud, mais en tout cas, des vraies réflexions aussi. Comment on va accompagner, que ce soit un enseignant-chercheur, que ce soit un contractuel, que ce soit une assistante de programme ou autre, dans son propre développement de compétences. Si on ne fait pas ça, on n'arrivera pas à l'objectif final qui est ce qu'on fait pour l'étudiant. Donc premièrement, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là ? Et donc nous, on commence à regarder de plus en plus aussi ce qui est fait en termes de pilotage et de gestion des ressources humaines au niveau des équipes pour qu'on soit aussi dans le vocabulaire et dans le développement de l'expérientiel compétence. Et en symétrie des attentions, comme on dit dans les entreprises aujourd'hui, eh bien, qu'est-ce qu'on fait pour celui qui nous intéresse ou celle qui nous intéresse quand même le plus, l'étudiant. Et donc là, comment développer, au-delà de la simple réflexion sur les fiches RNCP, un expérientiel compétence pour l'étudiant. Et cet expérientiel compétence pour l'étudiant, pour moi, alors je vais peut-être être un peu cash, hein, mais c'est comment on va passer d'une économie de produits, on vend un diplôme, à une économie de service. On accompagne l'étudiant tout au long de la vie. Comment on fait mieux en amont, en termes d'orientation, et qu'est-ce qu'on développe sur la visibilité des métiers, des compétences de demain, de la transformation du monde, de la société en amont, dès l'école primaire, le collège, le lycée, pour mieux orienter. Et ça, pour nous, en tout cas, nous, on considère que c'est une responsabilité des établissements d'enseignement supérieur. Comment on peut faire ? Et donc, nous, on a monté, par exemple, à Caen, une expérimentation sur comment on va présenter par des masters les métiers à des collégiens. Et on a des résultats assez surprenants, avec une pédagogie très innovante. Michel était impliqué d'ailleurs sur l'exercice. Et donc, on voit bien que ça, on peut faire des choses et on peut justement utiliser des innovations pédagogiques pour nourrir aussi toute cette transformation de notre métier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait mieux pendant, c'est-à-dire quand on accueille un étudiant ? Alors forcément, ça va commencer par une première obligation, c'est cette fameuse
fiche RNCP. Donc nous, au niveau du réseau des IAE, on a rédigé, on était à la manœuvre pour rédiger les 20 fiches des masters en gestion et après des licences éco-gestion, MIACH, etc. Là, en tout cas, la conclusion qu'on tire et qui a été confirmée par France Compétences, je pense que Michael ne va pas contredire ce qu'on a fait, c'est qu'il faut bien distinguer ce qu'est une fiche RNCP et l'ambition d'une fiche RNCP, c'est quand même de donner de la lisibilité et de la visibilité sur le marché du travail. Et donc, plus vous serez générique, mieux ça sera pour laisser justement la possibilité chaque année d'avoir de la liberté sur vos maquettes. Il faut bien distinguer, parce qu'en fait, on a eu surtout à la CFDG une confusion parfois entre tout le travail qui est fait et qui était très bien fait sur les enregistrements spécifiques par rapport aux enregistrements de droit. Et donc sur les enregistrements spécifiques, c'est vrai que le travail est très... La maille est très très fine, etc. Et donc nous, ce qu'on a dit à la CFDG, gardez une partie du travail pour vos maquettes et rendez public des choses un peu plus générales, pour vous laisser justement la possibilité d'actualiser en fonction de l'évolution des besoins, de la coloration que vous voudrez peut-être plus donner une année qu'une autre sur certaines choses. Et donc, faites des fiches RNCP, certes lisibles, visibles, très claires, mais quand même avec un niveau assez général. Et puis, donc, la fiche RNCP, et donc, ce qu'on a posé, et puis ce qui correspond aussi au texte, la CERS parle des MCC, nous, on a parlé des MAC au niveau de la CFDG, des modules d'acquisition de compétences. C'est au-delà de la fiche RNCP, comment je vais traduire les blocs de compétences en modules d'acquisition de compétences. Et donc là, on est normalement à peu près tous d'accord aujourd'hui pour dire que c'est à la fin des UE, des unités d'enseignement où on rangeait au kilomètre des cours qui n'étaient pas toujours cohérents, pour vraiment aussi qu'il y ait une traduction opérationnelle dans les maquettes du vocabulaire et de la grammaire compétences. Alors je pense que ça, c'est le vrai chantier qui nous attend tous. Alors certains ont commencé, mais là, je pense que c'est que le début d'une grande aventure pour qu'on ait des modules d'acquisition avec vraiment, je dirais, des objectifs de quelques compétences clés. Et puis ensuite, comment on va tracer tout ça? Comment on va avoir des outils digitaux pour tracer l'évolution des compétences des étudiants? Est-ce qu'on va remettre en cause ou pas les notes, etc. Donc va se poser la question des innovations en matière d'évaluation et de traçage. Sur quels outils? Est-ce que vous avez des outils, mis en place des outils pour tracer les compétences métiers, les compétences transversales? Est-ce qu'il y a du feedback qui est fait par l'ensemble des partenaires qui peuvent évaluer les compétences et pas que les enseignants, etc. Donc là, il y a un gros sujet et qui, forcément, pour se mettre en place, nécessite qu'en amont, on soit parti des situations, des activités visées par l'ensemble des métiers qui concernent la formation, donc ce que vous appelez, vous, dans les IUT, les SAE, SAE, je crois, et donc les activités, mais aussi derrière, comment peut-être des entreprises seront beaucoup plus partie prenante dans l'évaluation et la montée en compétences qu'hier, et que le prof n'a peut-être plus un rôle de pilotage, de superviseur que de notateur comme hier. Donc ça re-questionne aussi le métier d'enseignant-chercheur. C'est pour ça que, pour moi, il faut que le deuxième pilier soit activé en parallèle. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Aujourd'hui, certes, on va délivrer des diplômes à nos étudiants, mais à côté des diplômes, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ? Des badges numériques, des badges co-brandés avec des OPCO, des entreprises, etc., pour que ça ait vraiment du sens. D'autres petites certifications sur le numérique, etc., sur l'environnemental, forcément, parce que là, on voit bien que c'est un enjeu fort. Donc, il faudra qu'il y ait des colorations beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et les blocs de compétences, en tout cas, je parle des licences et des masters en sciences de gestion, laissent totalement la liberté à tous les acteurs de colorer, de mettre à la fois sur le numérique, sur l'environnemental, etc., sur l'évolution, je dirais, de la société, etc., vraiment d'avoir les colorations qui conviennent au territoire et aux enjeux de la formation. Et puis, à côté de ça, je pense qu'il y a quelque chose qui manque aujourd'hui. Alors, on y travaille tous. Il y a une grosse réflexion, aussi bien au niveau de l'ONICEP, au niveau de la Caisse des dépôts, sur ce fameux passeport de compétences. Alors moi, je ne veux pas parler de e-portfolio parce que je pense que c'est juste l'outil technique de synthèse des compétences. Je pense que ce n'est pas sur ça qu'il faut aller. C'est un vrai passeport professionnel ou passeport de compétences, qui serait finalement un site personnel offert à l'étudiant, où on aurait ce que j'appelle moi un CV augmenté.
un CV avec toutes les rubriques d'un CV, augmenté avec des preuves de compétences, c'est-à-dire quelque chose de vraiment dynamique, interactif, qu'ensuite les entreprises pourraient récupérer en termes de data dans les SIRH, et aujourd'hui les transferts sont tout à fait possibles. Donc on voit bien que là, il y a une grosse réflexion. Donc nous, au niveau du réseau des IAE, on est en train d'ouvrir le chantier. Certaines écoles sont très bien avancées sur ce fameux passeport professionnel, et je pense que ça, là aussi, c'est quelque chose qui va permettre aux étudiants de vraiment aussi, en plus du diplôme, constater qu'on n'est plus sur un produit, mais vraiment sur un service, et un service, je dirais, utile pour développer l'employabilité, qui quand même est aujourd'hui notre nouvelle mission en tant qu'enseignant-chercheur. C'est plus d'enseigner, c'est de développer les compétences et l'employabilité de nos étudiants. Merci Aline. J'ai juste... Avant de passer la parole à Anne-Sophie, j'ai juste une question. Est-ce que ça ne questionne pas aussi, du point de vue de l'étudiant, sa préparation à l'enseignement supérieur et notamment sa capacité à travailler sur sa pratique réflexive avant d'entrer dans l'enseignement supérieur? Alors, avant et pendant, je crois qu'on a tous travaillé, alors je parle en particulier des IUT, moi j'ai commencé ma carrière en IUT, donc, mais on a tous travaillé sur la professionnalisation, donc sur des compétences métiers, indirectement, parce qu'on ne part pas de rien. Hein, c'est pas, voilà, même si c'est un changement de paradigme fort, on ne part pas de rien. En particulier, je pense, IUT, IAE, les écoles d'ingénieurs aussi, par rapport à des composantes de l'université où peut-être le chemin est un peu plus difficile. Mais je dirais l'ensemble des compétences dites transversales, et en particulier la capacité à se remettre en question, la réflexivité, la curiosité, l'intelligence émotionnelle, tout ça, qu'est-ce qu'on fait dans nos enseignements pour réellement travailler ça? Donc je pense que c'est un peu peut-être en amont, au niveau peut-être du lycée ou autre, mais aussi que tout au long de l'enseignement supérieur, on travaille aussi le portefeuille de compétences transversales de nos étudiants, bien entendu. Merci Aline. Anne-Sophie, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais vous laisser réagir sur tout ce qui a été dit, parce que j'ai vu qu'il y a des moments où vous aviez des prises de réflexion. Donc je vous laisse nous dire... Aline a parlé de chantiers à mettre en place. Quels sont les chantiers à court terme et puis quels sont ceux peut-être qui vont venir après? Merci Michel, merci pour cette invitation et ravi d'entendre voilà, mes collègues et amis s'exprimer sur ce sujet qui nous tient tous évidemment très à cœur. Alors les compétences pour nous, enfin d'abord on revient de loin. Les compétences, et on n'est pas arrivé, mais voilà, je crois qu'on est un peu... les compétences, c'est pour nous d'abord une clé de rencontre entre le monde académique et le monde socio-économique. Pendant très longtemps, un étudiant à la fin de l'année, on lui dit « qu'est-ce que tu sais ?» Or, l'employeur, il lui dit « qu'est-ce que tu sais faire ? Je t'accueille. » Donc déjà, cette rencontre entre qu'est-ce que tu sais et qu'est-ce que tu sais faire, les compétences sont évidemment cette clé de rencontre entre les deux mondes. C'est ensuite une clé de compréhension quand nos collègues, je dis nos collègues, je suis aussi professeur à l'université, quand nos collègues comprendront que de présenter l'offre de formation avec des termes que comprend le futur employeur, déjà, peut-être que ça les convaincra davantage. L'employeur, Dieu merci, ne comprend rien à ce que l'on fait. Et nous-mêmes, moi, si je me balade dans les couloirs d'un OPCO, il y a plein de sigles auxquels je ne comprends rien. Et si je parle avec Alain, je pense que je serai perdue au bout de 30 minutes à peu près. Donc, il y a cette acclimatation. Il faut qu'on s'apprivoise, il faut qu'on apprenne à parler le même langage, etc. Et ça compte beaucoup. Et ces compétences, quand même, me semblent être le moyen de mieux se comprendre. Et enfin, c'est une clé de compréhension, de formation tout au long de la vie. Pardon, plus près. C'est une clé de compréhension, c'est une clé de formation tout au long de la vie. Parce qu'au fond, notre boulot, nous, à la DGCIP, c'est de garantir que les formations, elles permettent finalement de décrocher un boulot à l'issue du diplôme, et tout à fait d'accord, Alain, pour qu'on publie encore davantage ces taux d'insertion professionnelle. Voilà. C'est pas tout, on voit bien les travers, on voit bien qu'on va s'angler 10 fois sur ce qu'est l'insertion professionnelle, etc., etc. Mais enfin, quand même, ne nous racontons pas d'histoire, il y a des diplômes qui insèrent peu. Il faut le dire, ça n'empêche pas, on peut se dire, je vais passer 3 ans à réfléchir, et ça compte dans une vie, si on peut se le permettre, sincèrement, mais il faut dire ce qui insère et ce qui insère moins. Donc notre boulot, c'est de permettre une insertion dès qu'on sort de son diplôme, mais c'est aussi permettre à ces jeunes diplômés d'avoir la capacité à s'adapter après, ces fameux métiers de dans 10 ans.
Voilà, donc la compétence, là aussi, c'est ce qui va permettre à ce jeune diplômé, à ce jeune employé, salarié, etc., de réagir à ces métiers de 2030 sur lesquels, évidemment, il faut que l'on réfléchisse. Alors, je pense qu'évidemment, ici, malheureusement, tout le monde est déjà convaincu de ce que je dis. C'est une véritable révolution. Enfin, je souriais beaucoup en entendant évidemment Aline, parce que j'ai l'impression qu'elle décrivait ma propre vie. C'est-à-dire la difficulté qu'il y a à faire passer tout ce que l'on va se raconter entre gens déjà convaincus ce matin et cet après-midi. C'est une révolution de contenu de ce que l'on enseigne à nos étudiants, c'est une révolution de pédagogie, c'est une révolution, et vous l'avez dit, dans l'évaluation. Enfin, on va arrêter de n'évaluer. D'ailleurs, je ne suis pas pour qu'on se désintéresse des compétences, des connaissances. Mais on va arrêter de ne s'intéresser qu'au chapitre 3 et à la section 2 du chapitre 3 du premier semestre. On va aussi, évidemment, évaluer les compétences. Mais ça veut dire quoi? Pour beaucoup de nos collègues, ils sont comme une poule devant un couteau, comme je dis souvent. Comment on va évaluer la compétence de ce jeune à qui on a simplement enseigné des connaissances tout au long de l'année? Donc il y a la question de l'évaluation et la question de la valorisation. Alors là, évidemment, là vous parlez à une convaincue. La question du portefeuille, je ne sais pas quel nom on lui donnera à la fin, il y a plein d'outils, on se fiche de l'outil. L'important, c'est ce passeport. C'est vrai que passeport, c'est pas mal. Passeport du plus jeune âge jusqu'au bout de sa vie professionnelle. Et comment, comme ça, petit à petit, on agrège ses compétences et on peut les valoriser tout au long de sa vie professionnelle et aussi quand on se réoriente en cours de route pendant la formation. C'est pas parce qu'on décide de changer de filière, soit parce qu'on n'a pas validé ses yeux, soit parce qu'on a changé d'idée, qu'on n'a pas appris des choses. Et ce n'est pas parce qu'on n'a pas validé son unité d'enseignement qu'on n'a pas appris des compétences. Et tout ça, ça doit intégrer le passeport et nous suivre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour sortir un petit peu pour concrétiser tout cela ? Il faut d'abord que nous, au ministère, on accompagne. Je pense que nous, dans ce ministère, lors du dernier quinquennat, on a à peu près déverrouillé tout ce qui pouvait l'être en termes de formation. Enfin, les quelques personnes qui sont dans les universités. Voilà. Demain, vous pouvez construire vraiment votre offre de formation comme vous le voulez, l'organiser comme vous le voulez, etc., etc. Mais maintenant, il faut que ce soit fait. Il faut modulariser les formations. Il faut les rendre adaptables. Il faut les rendre accessibles, parfois à distance. Évidemment, c'est important tout au long de la vie. Il faut ensuite créer le réflexe. Moi, je crois beaucoup à cette idée qu'on n'arrive pas du tout à faire passer chez personne, ni chez les étudiants, ni à part nous, mais enfin, ou à part vous, Aline, mais l'idée qu'un étudiant qui est diplômé, il reste étudiant de cette université ou de cette école tout au long de la vie, il a un droit de retour automatique. Il faudrait lui faire une espèce de chèque, enfin, je ne sais pas comment appeler ça, de chèque retour aux études. Et voilà, 6 mois après, 10 ans après, 15 ans après, parce qu'il a étudié là, il sait qu'il lui suffit de faire schtack et il revient. Et on l'accueille, et ça lui coûte rien. Enfin, je sais pas. Enfin voilà, espèce de réflexe. Et la dernière chose, il faut simplifier. Alors la loi Choisir son avenir professionnel a bien sûr simplifié les choses, etc. Mais il reste des tas de choses à simplifier. La VAE est un sujet. Voilà, là aussi, on est tous convaincus. Il y a une expérimentation. Alors nous, on s'est un peu raccroché au dernier moment, et on a raccroché les IUT un peu au dernier moment sur cette expérimentation. Je n'entends. Alors moi, je suis assez contente dans mon bureau. Je dis tiens, n'oubliez pas, il y a l'enseignement supérieur. Prenons quand même, expérimentons sur un diplôme porté par l'université, enfin par les IUT, mais par l'université. Depuis que j'ai dit ça, que j'étais contente dans mon bureau, je n'entends que des gens mécontents qui me disent oui, non, mais en fait, on s'est raccroché trop tard, donc du coup, cette expérimentation ne nous va pas du tout, etc. Alors peut-être, j'en sais rien. Je ne suis pas encore suffisamment plongée dans le sujet, mais on va quand même y apprendre des choses. Et il faut évidemment simplifier et trouver sur ces questions de VAE la ligne de crête entre, d'un côté, il ne faut pas que ce soit évidemment un parcours du combattant, on ne peut pas passer 2 ans à monter un dossier, à s'y épuiser, etc. Et de l'autre, les diplômes ont une valeur, la formation a une valeur, et il ne faut pas qu'on dise à nos collègues, allez, vous donnez votre diplôme de gestion, etc., parce qu'il a passé 3 mois, je ne sais où. Voilà, donc il faut simplifier sans dévaloriser, évidemment, la qualité de nos diplômes. Alors j'en viens au but, au bachelor universitaire de technologie. C'est effectivement, Franck, je le dis sur certains sujets, on s'est créé des souvenirs pour nos vieux jours, je crois. Hein. Voilà, quand on s'ennuiera, je ne sais pas où on sera, mais vraiment, on repensera à cette période de réforme des IUT. Alors déjà, réformer les IUT, bon, c'est déjà quelque chose en soi. Mais alors, avec ces bachelors universitaires de technologie, on a eu la chance d'avoir, on se l'est beaucoup dit au moment où on était désespérés, quand même un alignement de planète qui a fait qu'on a tenu. Et on s'est dit, cette occasion que l'on a là,
cet alignement de planète que l'on a là, il ne faut pas le lâcher, il faut y aller, même si là on n'est pas d'accord, on continue d'avancer, on trouve des compromis. L'alignement de planète, c'était, tu l'as dit Franck, France Université, donc les universités, les présidents et présidentes d'universités qui étaient favorables à cela. C'est pas rien, évidemment, c'est même beaucoup. Il y avait l'association des directeurs d'IUT, et à sa tête Rodolphe Dahl qui est ici, qui a été évidemment un acteur majeur de l'aventure. Toi, Franck, mais il y a un jour, alors j'ai connu un petit peu Jean-Paul, oui d'ailleurs un petit peu Jean-Paul au tout début, mais tu es vite arrivé, et évidemment l'association des présidents du IUT a été déterminante. Et puis il y avait le ministère, pardon, je nous oublie, mais il y avait le ministère. Je veux dire, le ministère ne s'intéresse pas tous les jours aux IUT, ne nous racontons pas l'histoire. Je le disais souvent, je disais, voilà, moi ça me passionne, ces histoires d'IUT. Donc voilà, donc tout d'un coup, il y avait quelqu'un au ministère qui voulait avancer là-dessus. Et donc cet alignement de planète politique, il s'est traduit au fil de réunions épuisantes, enthousiasmantes parfois, désespérantes parfois, etc., par ce but. Et ce but, c'est pas du tout avoir basculé un diplôme de 2 ans, un diplôme en 3 ans, ça c'est vraiment le bout du bout. C'est cette approche par compétence, enfin je ne sais plus comment vous l'avez appelé Aline, enfin je continue moi à dire approche par compétence, pardon. Mais c'est une révolution, Michael disait c'est inédit, c'est un modèle, c'est un patrimoine. Alors là, je vais ressortir ça quand je me ferai engueuler, mais enfin vous êtes à la tête d'un patrimoine. Non mais c'est vrai, je dis ça, mais c'est très juste, c'est une formule très juste. Personne n'avait fait ça à ce point-là jusque-là, en période de Covid. Donc vraiment, je l'ai déjà dit, hein, mais vraiment bravo aux IUT qui en ont profité pour renouveler leur pédagogie avec une approche par projet, une pédagogie par projet, je ne sais plus quel est le terme, enfin une mise en situation professionnelle beaucoup plus forte que ce n'était le cas jusque-là, l'accueil des bacheliers technologiques, etc. Donc tout ça, c'est formidable, j'espère que c'est modélisant, etc. Donc bravo. Qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il reste, côté but, côté bachelor universitaire de technologie, à garantir que ce diplôme va insérer professionnellement à son issue. Le DUT aujourd'hui, et moi sincèrement j'aurais fait la même chose que les étudiants en DUT, les DUT, ou hier, c'était de la poursuite d'études à 90%. Il n'y avait pas d'insertion pro. Avec le but, il faut une insertion pro aussi, il faut de la poursuite d'études, mais il faut aussi de l'insertion professionnelle à 3 ans. Donc ça reste à faire, à démontrer, et évidemment à faire parce qu'on n'a pas encore de sortie de diplôme. Ce qui reste à faire aussi, c'est qu'on a commis une erreur, je trouve, à présenter cette réforme, comme je viens de le faire à nouveau, comme une réforme des IUT. En réalité, il aurait fallu dire qu'on a essayé, mais enfin c'est comme une... C'est toute la professionnalisation du premier cycle qu'il faut revoir. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes réformés, mais vous êtes les seuls. Alors, vous êtes les seuls. Avec ceux qui sont déjà convaincus, malheureusement, les IAE, enfin les écoles bien sûr, mais à l'université, les IAE et les STAPS. Les STAPS, depuis toujours, ils ont cette culture-là. Mais hormis cela, ça n'a essaimé nulle part. Et donc, il faut que cela essaime au-delà des IUT, dans toute licence. Il faut créer ces fameuses passerelles. On en est encore loin, mais c'est absolument clé. Que les IUT, ne caricaturent pas les UFR, c'est-à-dire les facs, en disant non, n'allez pas dans les facs, ne vous réorientez pas dans les facs. Ben si. Et que les facs arrêtent de caricaturer les IUT en disant non, n'allez pas dans les IUT, c'est pas bien, c'est professionnalisant, vous n'allez plus réfléchir, etc. C'est absurde. Non, mais c'est ça. Enfin, notre vie, c'est ça. Hein. Enfin, voilà. Je revois moi des comités pédagogiques. Moi, j'étais en licence. Quand il faut en licence de droit, quand il faut accueillir un étudiant qui vient d'un DUT carrière juridique. Enfin, alors là, c'est même pas qu'on le fait revenir en première année, c'est quasiment au bac, quoi. Enfin, c'est vraiment, mais qu'est-ce que c'est cette horreur ? Il n'a pas vu le chapitre 14 du machin. Enfin, voilà. Donc bon, et il n'a pas assez réfléchi. Enfin, donc tout ça, il faut le changer. C'est un changement culturel majeur. On en est sincèrement très loin. Et je trouve qu'on continue, évidemment, moi je me réjouis de ces moments-là, parce qu'on est tous convaincus de ce qu'on raconte, voilà, on n'a à convaincre personne ici. Mais le jour où on aura cette discussion-là, devant la fac de philo, devant la fac d'histoire, devant, etc., c'est là que l'on aura réussi. Et je crois qu'il faudra qu'on change de discours, parce que qu'on tienne ce discours-là devant nous tous, tout va bien.
Mais si on dit ça devant le prof de philo ou de grec ancien, je peux vous dire qu'il quitte la salle, il s'en fout éperdument. Il faut qu'on se coltine concrètement l'exercice avec eux. Il faut que l'on prenne la licence de philo, la licence de psycho aussi, parce que la licence psycho, c'est un sujet aussi, et qu'on leur dit, voilà, comment on s'y prend, comment ces connaissances formidables, et vraiment, que vous transmettez, vos connaissances, votre recherche, comment on peut, pas le transformer d'ailleurs, comment à côté, enfin, qu'est-ce qu'on peut en faire sur le plan des compétences, mais il faut que concrètement on ait des réunions de travail. Si on est dans cette configuration-là, c'est-à-dire un peu descendant, enfin voilà, un peu théorique quand même, avec ces collègues-là, on n'y arrivera pas. Et voilà, donc c'est ça ce qui reste à faire. On a une ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche qui nous dit depuis 1 mois et demi, on va arrêter de réformer. On a beaucoup réformé, nous, dans notre secteur ces 5 dernières années. On va arrêter de réformer, mais en revanche, on va faire atterrir tout ce que l'on a fait déjà. Et vraiment, c'est majeur. Ça tombe bien, parce que du point de vue législatif, je ne sais pas ce qu'on aurait pu faire, mais cela dit, mais beaucoup de choses, en réalité, peuvent être faites parce qu'on parle, parce qu'on convainc, par des circulaires, etc., etc. Et c'est ça qui va être notre boulot sur plein de sujets, et notamment ce sujet-là de la formation tout au long de la vie, et donc des compétences. Donc c'est un changement culturel qu'il faut, voilà, et de notre part aussi. Voilà, on ne va pas réformer, on ne va pas écrire de nouveaux textes, parce que sincèrement, je crois que le boulot a été fait. Mais en revanche, il va falloir se coltiner l'exercice concrètement avec nos amis philosophes. Voilà. Merci. Avant de passer la parole à la salle, est-ce que, Aline, vous voulez réagir ? Oui, ça me fait penser quand même à quelque chose pour convaincre les collègues. Nous, on le voit à la CEFDG, faut quand même parler, on est entre nous, hein, on peut parler un peu de la concurrence. Et les écoles, je pense que le fait de passer à un bachelor, c'est très bien, mais par rapport, on réfléchit toujours aux parents et aux étudiants. Qu'est-ce qui fait la différence entre un bachelor, on va dire public, pour faire simple, et un bachelor d'une école ? Et donc, je crois que si vous n'arrivez pas à embarquer toutes les équipes, c'est de se dire que demain, peut-être que leur job est peut-être menacé aussi, parce que la concurrence, elle y va sans se poser de questions. Et ça, c'est un nouveau discours qu'il faut aussi faire passer dans l'enseignement supérieur. C'est qu'aujourd'hui, on est dans un environnement concurrentiel. On a des concurrents qui sont visibles, mais on a des concurrents qu'on ne connaît pas encore. Je peux penser à la Google Academy. Si demain, il y a un co-branding avec un OPCO, voilà, quid de nos diplômes, même d'État. Donc, je pense qu'il y a vraiment, je dirais, un enjeu important. Et aujourd'hui, il ne faut plus se poser de questions, il ne faut plus faire des réformes, il faut juste les mettre en œuvre. Et ça, c'est vraiment important. Et le deuxième point, c'est qu'on va être rattrapé aussi par la patrouille, parce qu'au niveau de l'éducation nationale, depuis des années, même si ce n'est pas toujours, je dirais, publiquement médiatisé, l'orientation compétence se met gentiment en place, et du collège au lycée. Et donc l'étudiant qui va arriver va se dire, mais vous me parlez d'UE, vous me parlez de matière, mais les compétences, elles sont où ? Donc ça veut dire qu'on est pris par, je dirais, l'amont, hein, par les étudiants qui vont arriver, qui commencent à parler et à avoir été, je dirais, un peu biberonné aux compétences quand même, hein, même s'il y a encore plein de choses à faire au niveau de l'éducation nationale, mais quand même ça commence. Et puis de l'autre côté, le marché. Donc je pense qu'on n'a pas de questions à se poser, il faut juste qu'on embarque toutes les équipes, et c'est pour ça que nous on insiste sur le deuxième pilier, qui est quand même comment créer des dynamiques collectives dans les équipes. Et je pense que la dynamique collective, elle passe aussi par tout ce qui est innovation pédagogique, pour faire en sorte que les collègues petit à petit comprennent que, ça ne remet pas du tout en cause leur métier. Au contraire, des fois, ça peut être un vrai levier dans un moment un peu peut-être de fatigue, de solitude, etc. Et que troisièmement, il y a un vrai enjeu pour qu'on développe la recherche en pédagogie. Il nous manque de la recherche en pédagogie aujourd'hui en France, et il y a des revues anglo-saxonnes excellentes, en tout cas en management, sur le sujet. Il y a très peu de revues francophones sur le sujet, et je pense que là, il y a des vrais leviers. Et nous, au niveau de la FNEJ, on a lancé les prix d'innovation pédagogique. Quand on regarde le nombre de dossiers, on a plus de dossiers d'écoles que d'universités. Donc là, voilà. Donc le constat, il est là. Donc comment embarquer aussi dans l'évolution de carrière
des enseignants-chercheurs, de la pédagogie collective, de la recherche collective, et aussi sur des sujets de pédagogie et de développement des compétences, qui peut déboucher aussi dans des revues classiques. Mais en tout cas, comment faire en sorte aussi que toutes ces expérimentations soient des vrais leviers aussi de publication pour nos collègues qui souvent mettent ça en parallèle. Ah ben non, je ne peux pas m'investir parce qu'il faut que je publie. On peut publier sur ces expérimentations aussi. Merci Aline. Il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions. Alors je ne sais pas si en Zoom on a quelques questions, non? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une première question? Oui, Hélène? Oui, bonjour, donc je suis Hélène Rouge, présidente du Conseil de l'IUT de Toulouse. Merci beaucoup pour ces différentes interventions vraiment très éclairantes. J'avais une question, alors c'est pas polémique, mais pour Anne-Sophie Barthès, vous parlez de véritable Big Bang pour le diplôme, un diplôme professionnalisant, tout ce travail qui a été fait autour du bachelor et de l'approche par compétences. Mais ce qu'on voit sur le terrain, c'est qu'il y a plus de places qui sont ouvertes en termes de diplômes professionnalisants pour les BTS que pour les IUT. Donc, pour que véritablement on puisse, il faut aussi donner les moyens pour les IUT d'être des acteurs qui s'imposent et qui soient véritablement porteurs du coup de cette démarche. Or, aujourd'hui, dans les diplômes professionnalisants, c'est vrai qu'on voit quand même plus d'ouverture de places dans les BTS que dans les IUT. Donc, est-ce que, justement, vous parliez d'atterrissage, est-ce que dans les prochaines années, cet atterrissage ne pourrait pas passer par des fléchages en termes de moyens, enfin, pas de moyens, mais surtout d'ouverture de places dans les IUT? Et juste tout ce que vous avez dit, Madame Skwarnek, sur l'accompagnement, donner les outils pour les équipes pédagogiques, enfin, moi je trouve ça effectivement super important. Enfin, on le voit nous dans nos IUT, donc c'est vraiment également peut-être un point d'atterrissage à prévoir là dans les prochaines années. Merci. Merci Hélène. Oui, alors sur la question de la création de places en IUT, on l'a fait, on l'a fait quand même. On a eu un plan en Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, et notamment dans Paris d'ailleurs, intramuros, il y a peu d'IUT. Donc on a eu un plan, je ne sais plus, c'était il y a 2-3 ans, où on a créé 1000 places comme ça, quasiment du jour au lendemain, et qui ont été effectivement immédiatement prises. Et chaque année, il y a des IUT, enfin des universités, des IUT et des collectivités territoriales qui nous disent, voilà, il y a cette antenne-là, ça marche bien, il faudrait créer un nouveau département, etc. Et autant que possible, on met des moyens, on propose des moyens, voilà, qui ne sont parfois pas à hauteur de ce que souhaiterait l'IUT, je le comprends, mais et donc comme ça, petit à petit, quand même, des places ont été ouvertes ici ou là en région. Il faut aller plus loin. Notre intervenant tout à l'heure nous parlait de la Cour des comptes et d'un rapport à venir qui s'intitule « Université et territoire ». Il y a tout ce sujet-là. Est-ce qu'il faut, enfin moi je pense que oui, mais voilà, est-ce qu'il ne faut pas renforcer ces antennes-là, et notamment des antennes dans lesquelles il y a des IUT, parce qu'un IUT c'est professionnalisant, il y a du boulot après, etc., on encadre bien. Donc la réponse est positive, il faut ensuite que nous ayons les moyens d'accompagner les IUT à hauteur de ce qui est nécessaire. Sincèrement, enfin, je le dirai pas pour tout, on a fait tout notre possible. Moi, avec l'argent que j'avais, j'ai fait tout mon possible pour le faire. Je n'en avais peut-être pas suffisamment pour aller aussi loin que vous le souhaiteriez, mais j'espère qu'on pourra le faire à nouveau durant ce prochain quinquennat. Merci. Alors, on a une autre question. Bonjour, donc Germain Gourenton, je suis président d'un IUT au Pays Basque. Mais je voudrais intervenir ici en tant que chef d'entreprise. Donc, je dirige une entreprise de taille intermédiaire qui agit sur toutes les thématiques d'environnement et de climat. Donc, on parlait de révolution. C'est de celle-là dont je voudrais parler, celle du climat. On a parlé de climat, on a parlé de révolution, on a parlé de marketing en tout début. Ma remarque et ma question sont les suivantes. On voit qu'il y a un vide qui est béant en dessous des écoles d'ingénieurs. J'en recrute 50 par an, donc je vois bien le vide.
qui font des jolis slides, des jolies trajectoires zéro énergie, zéro carbone, 2050, etc. Bon, il y a juste un problème, c'est qu'on n'en est plus du tout là. Donc les entreprises, les industriels, les territoires attendent du changement très opérationnel. Et là, je trouve que le positionnement des IUT, il est rêvé. Donc ma question est la suivante. Avec des entreprises qui existent, qui sont volontaires, qui font la soudure, par exemple au niveau des comités stratégiques de filière, l'organisation des IUT qui sont très opérationnels, avec des compétences, ma question c'est, comment est-ce qu'on fait la soudure entre ces deux mondes-là? Et deuxièmement, vous avez parlé de compétences, est-ce que non pas les hard skills, mais les soft skills qui sont ce caractère des acteurs d'IUT, à savoir traverser une usine sans transpiration excessive, travailler dans une banque ou dans toutes les entreprises, dans toutes les entités qu'on va aborder pendant ces 2 jours, qui sont toutes concernées. Ma question, c'est comment voyez-vous l'adaptation des soft skills et le marketing associé, entre guillemets, pour dire que les IUT sont l'acteur clé du changement opérationnel en termes climatiques pour les entreprises et les territoires? Qui s'y colle? Alors, je vais bien me lancer. Premier niveau de réponse, je pense que on le voit aujourd'hui à différents niveaux. Hein. Je pense qu'il faut vraiment avoir des réponses contextualisées. Chaque territoire, donc il y a vraiment des enjeux de territoire. Donc c'est comment chaque équipe, chaque IUT, chaque composante de l'IUT, chaque département, en fonction des métiers visés, et puis peut-être au niveau de la réflexion globale, même peut-être, pourquoi pas, des nouveaux sujets d'orientation stratégique dans les conseils d'administration, voilà, pourquoi pas. Comment on aborde la question d'un point de vue territorial, parce qu'on peut avoir différents niveaux, mais voilà, quel est l'impact réel au niveau du territoire. Et ensuite, alors je n'ai pas regardé précisément les fiches RNCP des différents buts, mais après, je pense que globalement, on a quand même une liberté d'action dans nos enseignements pour faire toutes les colorations qui s'imposent. Donc c'est comment justement, au regard d'une orientation stratégique déclinée sur les territoires, après on embarque les équipes pour colorer, pour avoir aussi dans les innovations pédagogiques, voilà, vous êtes dans une entreprise, vous ouvrez vos portes à un groupe d'étudiants pour travailler sur des projets, etc. Je pense que aujourd'hui, pour moi, dans ce changement de paradigme vers l'orientation compétences, une question centrale, on ne l'a pas abordée, c'est celle des lieux de formation. Je pense que demain, avec les innovations pédagogiques, au-delà de l'apprentissage, etc., je ne parle pas de ça, eh bien demain, peut-être que certains cours auront lieu dans l'entreprise ou dans une collectivité locale, etc., pour vraiment incarner les situations d'apprentissage. Et donc, du coup, on répond directement à votre question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va être de plus en plus sur de la co-construction de nos programmes, ce qui remet en cause quand même la posture de l'enseignant-chercheur super sachant, voire mandarin. Hein. Donc voilà, donc c'est plutôt la dynamique aussi en tant que président. Je pense que si vous pouvez avoir une action aussi sur voilà, la partie RH, embarquer tout le monde dans ces aventures, mais je pense qu'on ne va pas tout révolutionner du jour au lendemain. Il faudra des expérimentations réussies, commencer par des petites expérimentations réussies, le faire savoir, et là je rejoins la question du marketing. Le problème, c'est qu'on fait plein de choses, mais on ne le médiatise pas. Donc ça, il faut aussi développer de la communication sur tout ce que vous ferez à ce niveau-là. Et puis après, voilà, petit à petit, je pense que ça prendra. Mais de toute façon, on n'a pas le choix. Et puis les étudiants vont pousser aussi. Hein, donc voilà. Mais je pense que c'est possible. Et je suis sûr que si on faisait un sondage dans la salle, il y a plein de choses à valoriser qui permettrait aussi d'embarquer les autres. Parce que les collègues, il ne faut pas penser non plus que voilà, le super mandarin universitaire, il ne veut pas. Non, il a peur du changement. Il ne sait pas forcément ce qui l'attend, comment dire. Moi, je me souviens, au départ, voilà, quand on est enseignant-chercheur, on n'a pas été formé, sauf récemment, à la pédagogie. Maintenant, c'est dans le parcours du maître de conférence, mais historiquement, ça ne l'était pas. Mais après, moi, j'ai énormément progressé à partir du moment où j'ai fait un MOOC.
parce que je me suis dit, bah voilà, il y a d'autres formes de pédagogie, il y a d'autres, voilà, et donc il faut embarquer tout le monde. Et je pense que globalement dans les universités, vous avez tous des cellules multimédia, etc., avec des ingénieurs technico-pédagogiques excellents. Il faut les associer aussi encore plus. Et je pense qu'il y a des collègues qui peuvent parfois être, en fonction de leur âge, de leur expérience, etc., parfois un peu en retrait, un peu en fatigue professionnelle. Je pense que ça peut être des bons leviers aussi d'embarquer des collègues sur des nouvelles pédagogies. Ça, en tout cas, moi, je pense, nous, on le pratique à l'IAE de Caen. Je pense que c'est un bon levier. Et dans le réseau des IAE, j'ai des retours de ce niveau-là. Donc, je pense que dans les IUT, c'est possible aussi. Rodolphe, tu voulais faire un petit commentaire ? Oui, bonjour à toutes et à tous, Rodolphe Dalle, DGZIP. Par rapport à ce que vous disiez, juste une remarque. En fait, je crois que les présidents de conseil d'IUT ont un rôle particulier à jouer, précisément sur cette dimension-là, parce qu'ils font le lien entre l'entreprise et l'IUT. Les 30% d'adaptation locale, elles doivent permettre, à un moment donné, de répondre à ces enjeux-là. Et je pense que c'est vraiment très important que ce soit piloté précisément par les présidents de conseil, c'est-à-dire par l'environnement socio-économique, en tant que retour, que feedback qui est fait aux équipes pédagogiques. Et je trouve qu'on n'a pas mis l'accent dans la table ronde jusqu'à présent sur cette dimension d'adaptation locale, et qui est absolument fondamentale. Je regarde Anne-Sophie parce qu'on en a parlé depuis bien longtemps, et c'est aussi un des enjeux du BUT aujourd'hui que de trouver sa signature territoriale en adaptation locale dans le lien entreprise-IUT. Et ça me paraît tout à fait fondamental aussi vis-à-vis de ce que tu disais, Michael, tout à l'heure, sur l'adaptation et la souplesse du dispositif. Merci Rodolphe. Alors, une question courte parce qu'il nous reste 5 minutes, s'il vous plaît. Allez-y. Elle va être courte. Bonjour, au revoir. Non. Alors c'est Jean-Luc Touitou, président du conseil d'Evry, dans l'Essonne. Alors c'est vrai qu'il y a eu un alignement de planète pour la mise en place du but, et en même temps on a eu l'impression de travailler à marche forcée, puisqu'il fallait mettre en place ultra rapidement les différents buts 1 et 2 et 3. Et dans le même temps, ça a été abordé tout à l'heure de manière courte, on est en train de passer de GPEC à GEPP, les compétences à parcours professionnel. Et là, est-ce qu'il n'y a pas une course qui va se mettre en place avec les entreprises justement pour migrer des compétences vers le parcours professionnel? Est-ce qu'il ne va pas y avoir là, et peut-être rejoindre l'action qui nous est posée, c'est sur les territoires et dans l'entreprise directement. Donc c'est la question, parce que c'est vrai que là, c'est pas évident comme ça de la réponse. Merci. Alors, est-ce que... Je ne suis pas sûr que je vais répondre complètement à la dernière interpellation, mais peut-être en réaction un petit peu à ce qu'on est en train d'évoquer les uns les autres, parce qu'on voit bien qu'il y a ce trait d'union entre effectivement les IUT, les universités, les entreprises, et cette formation tout au long de la vie, y compris cette idée de retour, je trouve vraiment très intéressante, qui est important de pouvoir se dire que quelques années après, on a le droit aussi de changer, d'évoluer, de revenir apprendre. Ça me paraît essentiel. Et l'entreprise peut être un lieu où on apprend. Et ça, c'est aussi peut-être une petite révolution que l'on doit mener. Moi, je parle souvent de dispensateur de formation, je le fais exprès, pour ne pas m'enfermer dans la notion d'organisme de formation qui aurait la solution à toutes les situations. L'entreprise peut être aussi un lieu où on accueille, où on apprend et où on accompagne. Par contre, il faut qu'il y ait des règles du jeu. On ne peut pas confondre la situation de production avec la situation de formation. Donc on a beaucoup évolué, on a beaucoup avancé sur la notion de formation en situation de travail, mais il faut en respecter les conditions sine qua non. Sinon, on va retomber dans des travers que malheureusement on a aussi connus, où il y avait confusion des genres et finalement des personnes qui ne savaient pas qu'elles étaient en train de se former. Donc on a malheureusement aussi quelques mauvaises histoires parfois. Mais je pense qu'il y a quelque chose à jouer sur... aussi la marque employeur, parce que les entreprises sont dans un rapport aux étudiants dont on parle qui est en train quand même de changer. Les générations qui arrivent ont d'autres exigences, y compris de vie, qu'on n'avait peut-être pas, en tout cas en ce qui me concerne, il y a encore quelques années en arrière, où on était surtout dans une recherche de boulot, de trouver du travail, ou de réussir un concours. Là, on voit qu'il y a quand même des choses qui évoluent et les entreprises vont devoir aussi bouger dans leur attractivité. On l'a dit, hein, c'était un des points de la table ronde. Donc c'est un fil qu'on doit tirer. Hein. On doit tirer sur l'orientation, je crois que ça a été très bien dit, orientation scolaire, orientation professionnelle, réorientation.
Et là, on a un magnifique chantier, je pense, à ouvrir. Les entreprises doivent aussi jouer leur rôle, mais bien sûr, si on a une offre de formation qui est capable aussi de répondre de manière agile à ces besoins, on est sans doute sur la bonne équation. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir, par rapport à votre interpellation, et ça se joue au niveau des territoires, incontestablement. J'étais en train de parler à Alain des vieux souvenirs qu'on avait, vous savez, sur les pôles de compétitivité qui avaient été mis en place. Ça ne nous rajeunit pas, hein. Mais l'idée était là, et finalement, on a l'impression qu'on est resté un petit peu encore en dedans par rapport à ce lien qui devait se faire entre les entreprises, les branches, des territoires, l'offre de formation initiale, continue. Et je trouve qu'il y a peut-être quelque chose à réinventer un petit peu autour de ces questions-là. Vous parlez de course, si je rebondis sur votre terme, moi je trouve que c'est très positif, parce que ça tendra à démontrer que tout le monde se trouve impliqué. Et c'est ça le sujet fondamental, en fait. Après, effectivement, ça s'organise dans des règles du jeu qui sont en train d'évoluer. Vous l'avez rappelé, pour le dire d'une formule qui n'est pas de moi, qui est ancienne, l'éducation et la formation ont souvent été conçues et mises en œuvre sur les règles du théâtre classique, hein, l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action. Et c'est cette révolution-là qu'on bouge, qui n'est pas nouvelle, mais qui est en train de vraiment, on vit la révolution, elle est là. Et donc là, ce qui est important, et moi ce qui me frappe beaucoup, et j'espère ne pas juste être convaincu parce que j'ai envie de l'être juste, mais je trouve qu'on en parle différemment. Et même si on est convaincus entre nous, le fait de se le dire, j'ai connu des plateaux il y a quelques années où même entre gens convaincus, on était bien plus pessimistes et moins dynamiques. Et donc c'est important que cette dynamique, elle soit là. Bien sûr, il y a encore beaucoup de choses à faire, mais aussi parce qu'il y a une dynamique, les choses qui ne vont pas, elles sont peut-être plus faciles à nommer. Et du coup, à faire bouger. Et donc moi, c'est ça qui est intéressant, c'est que voilà, quand on bouge, c'est qu'on vit et c'est qu'on ne meurt pas. Donc... Alors, dernier commentaire. Juste un mot, il y a quand même une instance sur les territoires alors, qui fonctionne de manière plus ou moins satisfaisante, qui sont les CREFOP, qui ont quand même le mérite d'avoir dans leur libellé les mots orientation, emploi et formation professionnelle. C'est quand même, de ce point de vue-là, bien vu. Après, tout est à faire, comme souvent, parce qu'il faut faire vivre... le comité en question, il y a les partenaires sociaux, il y a l'État, il y a la région. Et parfois, malheureusement, on a un peu le sentiment que les acteurs ont tendance parfois à se neutraliser et pas être toujours complètement dans les dynamiques qu'on est en train d'évoquer, les dynamiques de mouvement. Mais j'espère que les choses peuvent évoluer. Et par rapport aux grands enjeux quand même que vous avez soulevés, hein, qui sont les enjeux de la transition écologique, de l'axe de la transition énergétique à l'intérieur de cette transition écologique, la souveraineté industrielle, alimentaire, sont quand même des éléments. Et pour finir sur le CREFOP, il y a 2 personnalités qualifiées sur le champ du développement durable qui vont intégrer ces comités régionaux. Le décret est en cours, hein, avec une saisine du Conseil d'État. Il y a un lieu de coordination des politiques publiques en la matière. Évidemment, il y a le préfet, mais je pense que les recteurs ont vocation aussi, d'une manière ou d'une autre, à y être associés. Et je pense que voilà, il y a peut-être matière à travailler aussi sur cette base commune, ce qui permet au passage d'éviter d'oublier un des acteurs qui, à un moment ou à un autre, va avoir un rôle à jouer. Donc, je pense qu'avec État, région, partenaires sociaux, rectorat, personnalités qualifiées, on a peut-être une alchimie à trouver, mais qui est possible. En tout cas, institutionnellement parlant, les choses sont théoriquement en place. Aline, si tu as un mot. Oui, juste le mot de la fin, peut-être, c'est vraiment l'idée de fédérer les acteurs, aussi bien au niveau national, parce que c'est vrai, comme Alain l'a dit, on ne se parlait pas forcément... On n'avait pas le même vocabulaire et la même grammaire, et même avec France Compétences, on a appris à se connaître. Et je pense que c'est vraiment important je pense que cette table ronde est symbolique, mais il faut continuer, parce qu'il faut vraiment que tous les acteurs se parlent. L'ensemble des acteurs, moi je les appelle je nous appelle acteurs emploi, formation, compétences sur les territoires, et ça c'est vraiment important. Et je trouve qu'il y a encore beaucoup de travail pour que tout le monde, les OPCO, tous les acteurs de l'État, etc., public, privé, etc., tout le monde, il y ait des comités locaux ou autres pour que tout le monde se parle vraiment. Les régions aussi, qui ont des rôles importants. Et sur les territoires, en tout cas, moi, je constate que ce n'est pas encore le cas. Et donc, je vous invite tous à l'Université d'hiver de la formation professionnelle à Cannes. Patrice Guézou est dans la salle Centre Info. Centre Info, c'est un lieu magnifique de la formation. Et finalement, en tant qu'universitaire, on n'y est pas, ou très peu. Et je
trouve que c'est aussi un lieu, il faut tous qu'on y soit. Moi, je suis intervenue récemment et je me dis, mais c'est quand même bizarre que l'université, les écoles, l'enseignement supérieur ne soient pas présents, alors qu'on parle tous de la même chose, du développement des compétences. Merci. Alors, merci Aline, parce que c'est aussi l'objet de notre manifestation, hein, c'est de mettre tout le monde en lien parmi ces 2 jours. On a la chance notamment d'avoir aussi la PEC avec nous, hein, qui est en la présence de Guillemette, qui... Dernier mot. Merci Michel. Donc Guillemette Baudouin, je suis référente enseignement supérieur à la PEC, l'Association pour l'emploi des cadres. En fait, il y a 10 ans, en septembre 2012, la PEC a édité un guide de traduction des diplômes en compétences. Et je me dis, on est en 2022, on est encore sur les mêmes sujets. Bon, on va y arriver. Et d'ailleurs, merci au ministère de l'Enseignement supérieur, parce que le guide est en téléchargement libre pour ceux qui souhaitent. Après, on a édité un guide pratique de la démarche compétence. Enfin, nous, c'est des sujets qui nous animent au quotidien. On travaille avec beaucoup de branches professionnelles, beaucoup d'OPCO qui nous font tous part d'enjeux d'attractivité des talents, notamment vis-à-vis des talents étudiants sur l'apprentissage et des jeunes diplômés. Et en même temps, on n'a jamais eu autant de partenaires établissements d'enseignement supérieur qui nous sollicitent pour accompagner leurs étudiants et leurs jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle. Bon, nous, on a la chance d'être cet acteur de la mise en relation. Mais c'est vrai qu'il y a encore du chemin à parcourir et on est ravis de pouvoir échanger aujourd'hui. Merci pour l'invitation avec l'ensemble des IUT sur ces questions-là. Ensemble plus fort, évidemment, mais on va y arriver. Merci beaucoup, Guillemette. Alors, je crois qu'on peut remercier nos invités. Merci beaucoup pour ce partage.